Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur les antennes de l'Intelligent TV. Ravi de vous retrouver pour conduire les discussions de ce soir avec nos invités à ma droite dans ce studio Beta. Michel, directeur de publication du journal Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à votre plateau. Vous êtes avec Dao Sekou, analyste politique. Dao Sekou, bonsoir. Bonsoir, Koné. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous. Merci à vous qui suivez cette émission, la revue de presse grand format pour comprendre l'actualité en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Avant de commencer les échanges, je vous invite à découvrir avec nous le sommaire de cette émission. Du lundi 13 au mardi 14 juin, la Côte d'Ivoire a abrité l'édition 2022 du Africa CEO Forum, le plus grand rassemblement annuel du secteur privé en Afrique qui a réuni, il faut le savoir, plus de 1500 participants du monde issus de plusieurs secteurs d'activité. Le thème retenu cette année était souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, la nouvelle route de la prospérité africaine. Alors messieurs, nous allons échanger autour de ce sujet. Alors, comment savez-vous, monsieur Beta Michel, comment avez-vous accueilli cet événement? Oui, il faut dire que cet événement n'est pas sa première édition en Côte d'Ivoire. L'Africa CEO Forum est une plateforme créée par le groupe de presse Jeune Afrique. Et je crois que c'est la deuxième fois que ce forum se déroule en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la question que vous posez est de savoir qu'est-ce que ce forum a apporté à la Côte d'Ivoire. Oui, on va y arriver. Bon. Donc, je pense que sur le point, nous accueillons ça avec plaisir parce que toute rencontre internationale dans un pays est une occasion de mettre en lumière ce pays-là face aux autres pays. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire a eu une bonne occasion de faire sa publicité, de se faire voir encore une fois et c'est à notre avantage. Mettre en lumière le pays, Dao Sekou, vous avez l'impression que la Côte d'Ivoire a été mise en lumière à travers cet événement? Oui, absolument. Parce qu'il faut le dire, c'est une plateforme qui a permis quand même à la Côte d'Ivoire encore de se faire voir sur l'échiquier international. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se targuer d'être le pays phare de la sous-région où tous les grands événements se déroulent. On a eu dans un passé récent l'UPU, l'Union postale universelle. On a eu la COP15. Aujourd'hui, on a le forum CEO Africa. Je pense que c'est une très belle chose pour l'image même de la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens en général. Une très belle chose pour l'image de la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens en général. Alors, Beta Michel, vous le disiez à l'instant, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné concrètement à travers l'organisation de cet événement? Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Oui, c'est la question qu'il faut se poser. Moi, je dis comme ça que d'abord, il ne faut pas oublier que c'est une rencontre organisée par un groupe de presse qui l'organise en termes de produits de commercialisation, produits commerciaux. Donc, CEO Forum est en vue de booster, de booster les entrées financières d'un groupe de presse. C'est dit qu'ils le font pour gagner. Ils le font pour gagner. Donc, moi, je me pose la question de savoir... C'est ce groupe-là qui gagne la Côte d'Ivoire? Non, j'en viens. Combien ça a coûté cette facture-là à la Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. Et aussi, sur les interventions, je veux dire qu'il y a eu plusieurs interventions et je retiens particulièrement l'intervention de notre président, Alassane Ouattara, qui nous disait comme ça que il a indiqué les taux directeurs des banques qui
qui se sont accrues, au sorte que le crédit est devenu cher. Et pas plus tard que 2 jours après, on nous voit le PND où on demande encore du crédit aux autres au plan international. J'ai dit, mais il dit ce qui va nous coûter, ce que coûte aujourd'hui le crédit coûte cher et lui va en chercher. Donc il veut nous endetter davantage. Bref, pour dire que le CEO Forum nous a permis de voir aussi les contradictions de notre président entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et puis la dernière chose que je veux retenir de ce CEO Forum là, je dis que c'est un forum élitiste. Je ne vois pas les masses participer à cette rencontre-là, alors que quand on parle de développement croissant de l'Afrique, les plus grands qui doivent en bénéficier, ce n'est pas l'investissement, ce n'est pas seulement, je dis, les investisseurs qui viennent investir sur la matière première. Ça doit aussi répercuter sur les populations qui sont en grande masse. Vous dites quoi? La Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié de quelque chose à travers... Non, les retombées ne sont pas encore perceptibles. Ce n'est qu'une image, on a parlé, les discours ont été faits, mais en fin de retombées directes. Parce que là c'est un moyen d'attirer des investisseurs. Mais quand on attire la plupart des investisseurs qui viennent dans ce genre d'investissement-là, ce n'est pas des investisseurs qui investissent dans la masse, c'est plutôt sur la matière première. Et quand on prend la matière première, on va la transformer ailleurs. Ce n'est pas pour la transformer sur place. Bref, pour dire que ce genre de rencontres-là sont bien pour parler, mais en termes de réalisation concrète, on en voit très peu. D'accord, ce genre de rencontres sont bien pour parler, mais pour ce qui est de réalisations concrètes, on en voit très peu. Alors Daousekou, est-ce que vous partagez ce point de vue de Beta Michel? Oh non, pas du tout. Je pense que d'abord, il faut saluer l'initiative que ce forum se tienne d'abord en Côte d'Ivoire. Vous savez, on dit CEO. CEO, c'est un terme anglais qui veut dire Chief Executive Officer, qui veut dire PDG, directeur. Donc dans l'ensemble, ce sont les PDG, les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux de certaines entreprises privées. C'est pourquoi il estime que c'est une rencontre élitiste. Non, pas du tout. J'en viens. Laisse-moi aller au bout de mon développement. Allez-y, allez-y. Voilà, qui ont pris pied en Côte d'Ivoire par rapport à ce forum-là. Vous savez, aujourd'hui, on parle de souveraineté économique. Les Africains, en général, ont observé que les Occidentaux leur ont imposé pendant longtemps leur dictat économique. De sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique est tributaire du bon vouloir de ces Occidentaux-là. Donc, ils ont décidé à un moment donné de prendre leur destin en main pour pouvoir eux-mêmes s'autosuffire, pour pouvoir eux-mêmes assumer leur pleine autonomie dans la quête de leur indépendance économique et financière. Donc, ce forum-là répond à cela. Pourquoi le secteur privé? Vous savez que c'est le plus gros porteur, en fait, d'emploi, contrairement à la fonction publique où les postes sont beaucoup limités. Le secteur privé permet de créer des richesses pour permettre à la population en général d'avoir du boulot. Donc, je pense que lorsque un tel forum, où il y a eu 1500 participants, 50 présidents et ministres, et plus de 745 journalistes viennent en Côte d'Ivoire pour ce forum-là, forcément, il y aura des retombées. C'est vrai, ça peut être fait à moyen et à long terme, mais toujours est-il qu'il y aura des retombées. Parce que les personnes qui ont pris rendez-vous, qui ont pris pied en Côte d'Ivoire par rapport à ce rendez-vous, quand même, sont conscients des enjeux qui sont les leurs. Et je pense qu'ils mettront tout en œuvre pour que la masse dans son ensemble puisse bénéficier quand même des produits de ce forum-là. Parlant de bénéfices, est-ce que ça peut baisser le coût des denrées sur le marché? Oui. C'est de ça que parle Beta, n'est-ce pas, Beta? Tout est une question de volonté des tenants du pouvoir. Tout est une question de volonté. Parce que les hommes d'affaires, quand ils viennent, a priori, quand ils viennent, c'est par rapport à leurs propres intérêts. Mais il serait intéressant, il serait quand même opportun pour eux de faire bénéficier la masse ouvrière de ces intérêts-là. Parce que ça ne serait à rien de venir investir dans un pays et que l'on constate, in fine, que la population qui souffre en général n'en profite pas. Donc j'espère que les tenants du pouvoir vont faire pression sur des éventuels investisseurs pour que les usines, pour que les entreprises qui seront créées à la suite de ce forum-là puissent véritablement être bénéfiques à la masse. Beta Michel? Non, moi, je ajouterais simplement que ce n'est pas la première fois. On aurait pu faire moins l'économie en faisant le bilan d'abord du premier CEO forum en Côte d'Ivoire. Je crois qu'au démarrage, c'est en Côte d'Ivoire, il y a eu la première tenue de ce forum-là. Donc, quand on sort, 2012. En 2012. Donc, quand on sort de là, quand on veut revenir, on fait un bilan et puis on présente les retombées et les acquis pour le pays avant de revenir. Moi, souvent, quand j'analyse ce genre de forum, je dis c'est une causerie, une coterie d'amis qui causent et puis à la fin, il n'y a pas vraiment d'effet tangible sur les retombées. Et je veux aujourd'hui que quand on veut accueillir ce genre de forums qui ont déjà eu lieu en Côte d'Ivoire, quand on fasse d'abord un bilan.
un bilan en termes de retombées, un bilan en termes d'acquis pour le pays avant de renouveler ce genre d'expérience. Parce qu'il ne faut pas se cacher, ce genre de forum-là a un coût pour le pays. Et il faut nous faire sortir aussi la douane. Voilà. Alors, le président Alassane Ouattara, lors de l'ouverture de ce forum, a appelé à un partenariat entre le secteur privé et public. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça, c'est des discours qui se disent chaque fois. Moi, je dis souvent, quand j'observe un peu... On voit que la Côte d'Ivoire attend beaucoup du secteur privé. Mais le secteur privé, c'est le moteur du développement. Dans tous les pays, le secteur privé est le moteur du développement. On n'en fait même pas trop pour notre secteur privé. Moi, je le dis. Parce qu'il faut, quand on dit secteur privé, ce n'est pas les investissements à extérieur seulement. On n'en fait pas trop. Vous avez voulu qu'on fasse quoi? On fasse beaucoup pour que le secteur privé soit plutôt dynamique par les populations elles-mêmes. Par les populations ivoiriennes. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on accompagne nos champions nationaux? Est-ce que... Parce que quand on prend un exemple simple, moi, souvent, je regarde et puis je dis, il y a des produits dont on n'a pas besoin d'importer, de faire venir de l'extérieur. On peut les produire ici et les consommer ici. Mais quels sont ceux qui font la production et quels sont ceux qui font la distribution et quels sont ceux qui font la vente? La plupart du temps, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est ça aussi la question. Il faut que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté de voir un secteur privé fort, pour accompagner les champions nationaux. Parce que je le dis, tu sais, en matière d'investissement privé, la plus grosse part, c'est le bénéfice. Et si le bénéfice va à l'extérieur, c'est sûr que même si l'investissement est énorme, il n'apportera pas grand-chose au pays. La plus grosse part, c'est le bénéfice. Aujourd'hui, quand on regarde aussi des grandes sociétés comme CIE, SODECI, quand tu prends la masse salariale par rapport à ce qu'on gagne en termes de bénéfices, tout ça, là, ça va chez celui qui investit. Quand on prend les entreprises comme Orange, toutes ces sociétés-là, il faut qu'on accompagne nos champions nationaux et on leur aide véritablement à porter l'économie plus haut. C'était le fond dans la sous-région. Il faut que la Côte d'Ivoire aussi accompagne ces champions nationaux. Moi, c'est ça. Alors, Dao Michel, que dis-je, Dao Sekou, est-ce que vous pensez aussi que la Côte d'Ivoire ne fait pas assez pour le secteur privé? Bon, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits dans la matière, mais la Côte d'Ivoire, vu quand même son volume économique, peut faire plus dans ce secteur-là. Malheureusement, je dirais que nous sommes tenus par les injonctions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI, qui ont quand même leur mot à dire dans la gestion même économique de notre pays. Ce qui, bien évidemment, peut nous poser quelques difficultés. Parce que très souvent, les injonctions venant de ces institutions-là, quand même, ne prennent pas véritablement en compte la réalité sur le terrain. Ce qui porte malheureusement préjudice à nos planteurs, à nos ouvriers sur le terrain. Et j'espère, voilà pourquoi j'appelle de tout mon vœu, que le gouvernement, à un moment donné, puisse prendre leurs responsabilités et voir ce qui peut arranger même les Africains eux-mêmes dans la gestion même de la gestion économique et agricole, pour que pour une fois, ces institutions-là ne nous tiennent pas par le collet, ce qui risque de plomber notre décollage économique. Alors, ce forum, il vise à trouver des stratégies pour donner à l'Afrique une souveraineté économique. Est-ce que vous pensez qu'on pourra y arriver un jour à cette souveraineté économique? Non, pour moi, c'est un impératif, il faut qu'on y arrive. Mais comment y arriver, c'est toute la question. Et comment y arriver, une des grandes questions sur laquelle nous nous penchons tous, c'est la monnaie. C'est la monnaie, et sur ces questions-là, je pense que ces forums-là sont muets. On ne peut pas parler de souveraineté économique sans parler de monnaie. Donc je crois qu'il faut qu'on aide aussi ces pays africains-là, qu'on leur donne les clés de la souveraineté monétaire. C'est en cela qu'on atteindra la souveraineté économique. Parce que sans la souveraineté monétaire, il est illusoire de parler de souveraineté économique. Si toi-même tu ne bats pas monnaie, si toi-même tu n'as pas ta monnaie que tu peux utiliser. On a encore du chemin à parcourir. On a encore du chemin et je pense que le chemin, il n'est pas trop loin. Mais c'est qu'on ne pose pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes de l'Afrique sont occultés aux dépens des problèmes qui ne concernent que les investisseurs en Afrique. Les investisseurs en Afrique, quand on dit l'investissement en Afrique, quand il est tenu par des grandes puissances qui ne viennent que exploiter la matière première sans pouvoir la transformer sur place, on est encore à l'état embryonnaire. Moi, je dis que l'Afrique n'a plus besoin d'exporter de la matière première. L'Afrique a besoin de transformer sa matière première sur place et d'importer des produits finis. Alors, M. Bita, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que pour vous, les dirigeants africains sont eux-mêmes les freins à cette souveraineté économique. Non, tu sais, les dirigeants africains, tu vois, le monde n'est pas, on ne dirige pas en vase clos.
moi, je ne veux pas me flatter de dire que les dirigeants africains sont libres. Non, les dirigeants africains ont des contraintes. Mais moi, je pense que les peuples africains doivent aussi se muer en transformateurs de notre économie. Parce que, je le dis, on ne transforme l'économie qu'avec la tête. Et on ne peut pas avoir des masses d'analphabètes, d'illettrés, et puis on pense transformer notre économie. Non, ce sera difficile. Parce que quand on parle de transformation des matières premières, c'est l'intelligence, c'est la formation, c'est ça qui transforme la matière première. Quand on prend le manganèse ici, quand on l'exporte brut, toutes les fois. Mais si on avait des intelligences pour transformer ce manganèse-là ici, on n'aurait même pas besoin de l'exporter. L'or, tout ça là, on a toutes les matières premières et nous on exporte notre matière première brute. Pourquoi? On espère quoi en le faisant? Monsieur Dao, la souveraineté économique, il faut y aller. C'est un impératif, oui. M. Beta le disait. Mais est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment dans les dispositions qu'il faut pour y arriver? Non, moi j'ai bien peur que cela ne reste au stade d'un vœu pieux. Parce que lorsque vous regardez les relations entre l'Afrique et l'Occident, il y a comme une relation entre la souris et le chat. Il y a un qui mange forcément l'autre. Et dans le cas d'espèce, eh ben, l'Occident nous mange. L'Occident fait office de chat et l'Afrique fait office de souris. Donc, tant que les relations Afrique-Occident vont évoluer sous ce schéma-là, j'ai bien peur que nous n'atteignions jamais notre souveraineté économique. Posez-vous la question, comment l'Afrique, qui a toutes ces richesses, l'Afrique qui a toutes ces intelligences-là, patauge depuis des millénaires dans les méandres de la pauvreté et de la médiocrité. Il y a un problème. Et lorsque tu regardes le fonctionnement même des relations économiques entre l'Afrique et les pays, on sent facilement, on sent clairement la mainmise des Occidentaux sur nos richesses. Et cela est fait à dessein. Maintenir l'Afrique dans cette pauvreté-là pour pouvoir... Est-ce que ce sont les Occidentaux qui viendront nous donner cette indépendance économique? Il est clair qu'à un moment donné... Est-ce que nous, voilà on doit faire? Voilà pourquoi je prends au mot mon frère Beta quand il dit qu'il faut une souveraineté monétaire avant la souveraineté économique. Je dis non, il faut une souveraineté militaire avant la souveraineté économique. Tant que l'Afrique va s'adosser, tant que l'Afrique va continuer à s'adosser aux forces étrangères pour pouvoir évoluer, mais elles vont toujours nous contrôler. Il faut, quand vous regardez l'évolution des pays asiatiques, notamment la Chine, le Japon, la Corée, elles ont d'abord bâti leur puissance d'abord à l'ombre, les puissances militaires, les puissances intellectuelles, changer la mentalité de leur population pour aboutir maintenant à leur autonomie et indépendance économique. Donc, on ne peut pas, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il va falloir d'abord asseoir une souveraineté militaire, une puissance militaire, et là, parler d'égal à égal avec ces puissances-là, leur imposer également nos choix. Parce que dans le cas d'espèce, nous sommes faibles militairement. Si nous leur imposons notre vision, eh bien, étant plus forts que nous militairement, ils peuvent nous déstabiliser. Et c'est ce à quoi nous avons assisté longtemps en Afrique avec les coups d'État à n'en point finir. Donc la souveraineté économique africaine, à ce stade maintenant, je n'y crois pas. Alors, M. Beta, pour être fort économiquement, il faut être fort militairement. C'est ce que pense Dao Sekou. Pour vous, il faut d'abord être fort de façon monétaire. Voilà, moi je ne crois pas que notre puissance, notre souveraineté viendra d'abord de nos armes. Parce que le monde ne peut plus se construire seulement avec les armes. La preuve en est, aujourd'hui, vous voyez la guerre russo-ukrainienne. Voilà, l'Ukraine est un petit pays vis-à-vis des armes russes. L'Ukraine ne peut pas tenir. Mais si aujourd'hui l'Ukraine tient, c'est par ses partenaires. C'est par ses alliances, c'est par ses accords. Donc je dis qu'avec des accords seulement, on peut déjà bâtir une puissance militaire. Donc on n'a pas besoin forcément de se surarmer pour être fort militairement. Mais je veux dire que si l'Afrique doit aborder la question de la souveraineté, il faut qu'elle l'aborde en toute franchise. On ne peut pas, au moment où on parle de souveraineté, être encore dépendant monétairement. Notre monnaie n'est pas la nôtre. Notre monnaie a un trésor qui n'est pas le nôtre. Moi, je dis souvent, tu veux grandir, tu veux avoir de l'épargne. L'Afrique n'a pas d'épargne. La Côte d'Ivoire n'a pas d'épargne. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas d'épargne. C'est ça. Tu ne peux pas grandir sans épargne. Donc, pour épargner, il faut avoir un trésor. Oui, mais on a des pays qui ont leur propre monnaie, mais qui sont très misérables. Non, je dis c'est un atout. Non, quand je dis la monnaie, n'est pas le sésame. Non, je n'ai pas dit c'est le sésame, mais je dis c'est un atout, c'est un instrument. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi j'ai parlé de trésor. J'ai dit que la Côte d'Ivoire doit avoir son trésor. Parce que je vous dis quelque chose qu'il faut comprendre. Quand les États-Unis se retrouvent en difficulté, où ils vont prendre l'argent? Dans leur trésor public.
épuisent leurs ressources pour mettre dans leur économie. Oui, mais c'est ce que j'ai Mais dit. nous, on n'en a pas. Donc, si on a des difficultés économiques, mais on puisse s'en emprunter. Et ça augmente encore, ça creuse encore nos difficultés économiques. C'est ça aussi. C'est des questions sur lesquelles il faut se pencher. D'accord, on a bien compris, on vous a bien compris, on a compris vos différentes positions. Je reviens par rapport à la souveraineté militaire allez-y. rapidement. Il ne s'agit pas de se surarmer, mais il s'agit d'arriver à un stade où on n'aura plus besoin de prendre notre argent, nos ressources, aller acheter, rendre les pays riches, mais nous-mêmes, on fabrique nos armes sur place, on fabrique nos ressources sur place, de manière à posséder nos propres équipements militaires pour que les autres exactement, pour ne plus que les autres nous imposent les dictats. D'accord, pour qu'on soit exactement, économiquement souverain. Exactement. On a bien compris. Merci pour vos différentes positions. Là, on va parler de politique, messieurs. On va s'intéresser au PDCI RDA qui prépare déjà les élections municipales et régionales à venir. Le parti a lancé un appel à candidature pour la sélection de ses têtes de liste. C'est ce qui a été donné de voir dans un communiqué publié le lundi 13 juin 2022 et signé du professeur Nyamke Kofi, qui est le coordonnateur général du comité de gestion et de suivi des élections au PDCI RDA. Alors, Beta Michel, que pensez-vous de cette démarche du PDCI RDA? Moi, je dis que le PDCI est dans une démarche qu'il montre suffisamment sa maturité, son sérieux et son dynamisme. Le PDCI a perdu le pouvoir en 1999. Et depuis, le PDCI est en quête de la reconquête du pouvoir. Heureusement pour la Côte d'Ivoire. Chacun a vu les deux, trois grands à l'œuvre. On a vu avec Laurent Gbagbo, on a vu la gestion du pouvoir. On a vu également avec Alassane Ouattara la gestion du pouvoir. Aujourd'hui, on a même de croire que tout le monde est unanime que la gestion du pouvoir du PDCI a été meilleure que celle des précédents, de ceux qui l'ont suivi. Donc je veux dire quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, quand le PDCI se met en ordre de bataille, ça dit qu'il veut la reconquête du pouvoir et il se donne les moyens d'y arriver. De tous les partis, c'est le PDCI qui vient de lancer déjà ses appels à candidature. C'est vous dire qu'il veut avoir le temps de choisir les meilleurs chevaux pour les batailles futures et il veut se donner le temps de faire les meilleurs choix. Donc il donne déjà le temps à ses potentiels candidats, à cette potentielle tête de liste d'afficher leur identité et de faire en sorte qu'ils puissent être suffisamment outillés sur le terrain pour atteindre l'objectif. Et en le faisant, le PDCI a été clair. Lorsqu'il y a eu des rencontres éclatées, des séminaires éclatés, beaucoup au niveau de la base ont demandé qu'il y ait des élections primaires pour désigner le candidat qui va se dessiner. Donc déjà, en mettant ces candidats-là, en appelant ces candidats à venir déjà déposer leur candidature, on leur permet déjà de pouvoir toucher suffisamment les militants en vue à faire en sorte que lorsque leur choix sera fait, il ne sera pas contesté et même s'il est contesté, il ne sera pas trop contesté. Ils auront le temps de travailler sur le terrain pour la victoire finale. Alors, le journal Le Nouveau Réveil a barré à sa une du mercredi 15 juin 2022. Voilà, le journal a évoqué ce sujet, cette question-là. Le journal parle d'une fin des frustrations et des candidatures indépendantes. Oui, mais c'est toutes ces questions-là que le parti veut résoudre en prenant vite le taureau par les cornes. Aujourd'hui, imaginez-vous, ils ont donné un mois aux potentiels têtes de liste pour se signaler. Plus d'un mois, même disons, du 25 au 31. Donc, je veux dire qu'ils ont le temps aujourd'hui de faire le bon tri, de choisir le bon candidat, d'aller à la base pour faire le bon cheval en vue de la victoire finale. Donc je veux dire que le PDC veut se donner les moyens et je pense qu'il a les moyens de pouvoir conquérir les élections de 2023 et en paix de préparer suffisamment 2025 parce que c'est la bataille finale. Monsieur Dawa, est-ce que le PDCI a véritablement les moyens pour reconquérir le pouvoir comme le pense Beta Michel qui parle de maturité, de sérieux, de dynamisme à travers cet appel à candidature? A priori, cet appel à la candidature répond à une volonté démocratique du PDCI de choisir des candidats qui ne vont pas faire l'objet de contestation. Vous dites a priori? Oui, a priori. Je l'ai dit à dessein, je vais m'expliquer. Mais il ne faudrait pas que cela soit de la poudre de perlimpinpin aux yeux des autres. Parce que, appel à candidature, certes, les gens vont venir déclarer leur volonté de briguer les postes de maires et des conseillers régionaux et autres. Mais il ne faudrait pas qu'à l'issue de cet appel à candidature, le copinage, le clanisme, la complaisance encore ait pignon sur rue.
il va falloir véritablement que le PDCI s'arc-boute à cet appel à candidature. Le copinage, vous l'avez constaté dans ce parti politique, quand vous dites que... Dans tous les partis politiques, cela existe. Dans tous les partis politiques, cela existe, le copinage, le clanisme, le clientélisme. Et ce sont des comportements qui portent préjudice même à la cohésion et au fonctionnement même principiel des partis politiques. Donc j'espère qu'à travers cet appel à candidature, le PDCI fera montre de maturité, fera montre de responsabilité, afin de choisir les candidats qui auront eu l'onction de la base militante d'abord. Parce que cela aura pour mérite d'éviter les frustrations, d'éviter certaines déconvenues qui ont eu cours au sein du PDCI et qui ont entraîné cette saignée de certains cadres de ce parti-là dans d'autres partis, notamment le RHDP. Donc j'espère qu'à travers cet appel à candidature, on n'assistera pas à une sorte de poudre aux yeux, de poudre de perlimpinpin, comme je le disais, que ce sera véritablement un appel de candidature sérieux, un appel de candidature avec toutes les composantes démocratiques pour choisir les candidats qui répondent non seulement aux critères qui seront fixés même par le PDCI. Apparemment, vous êtes dubitatif de l'efficacité de cette démarche, cette bon, c'est tout à fait normal en tant qu'observateur de la scène politique ivoirienne. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a eu cette habitude-là de naviguer, très souvent de surfer sur certaines thèses clanico-ethnico-tribales. Et je l'ai dit tout à l'heure, cela a cours dans tous les partis politiques. Ce n'est pas le PDCI qui fera exception. Donc, peut-être avec la grogne des militants, le PDCI peut-être se donne l'impression de pouvoir surfer sur une vague démocratique. J'espère que c'est le cas. Parce que, j'ai dit a priori, c'est une démarche démocratique. Mais il ne faudrait pas qu'à l'issue de cela, on entende encore des grognements. On entend encore des cris de désapprobation de la part de ceux qui n'auront pas été choisis. Et qu'on constate que ceux qui ont été choisis ont été faits sur la base de certains principes de complaisance clanique et tribale. Alors le PDCI donne l'impression de surfer sur une vague démocratique. Beta Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est un point de vue. On ne peut pas, bon, c'est son point de vue. Je pense qu'il le tient de ses observations, mais ce n'est pas ce à quoi nous assistons, nous, observateurs aussi de la scène politique, parce qu'il faut le dire, les frustrations existent dans toutes les partis politiques. Là, il n'y a aucune démarche qui fait l'unanimité. Il y a toujours des personnes qui se sentiront frustrées, qui se sentiront lésées, mais je crois que ce qui est à retenir, c'est que le PDCI donne l'occasion à ses potentiels candidats d'être vite sur le terrain pour gagner la sympathie, non seulement des militants, mais aussi des populations. Donc c'est cela qu'il faut retenir, et je pense que c'est fait preuve à ce niveau-là d'un certain dynamisme. Le PDCI est un parti vivant aujourd'hui. Le PDCI est un parti dynamique qui veut vraiment se donner les moyens de la reconquête du pouvoir. Et c'est cela que nous devons retenir. Au-delà de tout autre aspect, c'est cela que nous devons retenir. Parce que le PDCI, il ne faut pas se cacher. Le PDCI est dans l'opposition, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Donc être dans l'opposition et puis garder cette dynamique pour la reconquête du pouvoir, c'est déjà fort. C'est déjà assez. Donc moi, je pense que le PDCI aujourd'hui montre sa maturité, montre sa volonté de revenir au pouvoir et a les arguments pour le faire. Donc moi, je crois qu'il faut saluer cela et encourager les uns les autres à s'y inscrire pour la bonne marche de ce parti. Alors ce sujet, il a intéressé aussi le journal Le Mandat. On va voir avec le concours de la réalisation ce que le journal a mis à sa une. Voilà, municipal et régional 2023, des dossiers chauds entre les mains de Bédié. Beta Michel. Non, je dis ça ne répond à aucun... Parce que l'analyse d'un dossier déjà, ça ne se fait pas sans d'abord a priori. C'est normal que les gens se posent des questions. Est-ce que l'arbitrage sera serein? Est-ce que l'arbitrage va se faire à l'avantage de ceux qui vont déposer et qui auront la meilleure option pour des populations? Mais c'est à cela que le PDCI va aboutir, en se donnant les moyens d'aller plus vite, d'aller tôt à cet arbitrage-là. Parce qu'il ne faudrait pas faire les choses dans la précipitation. Les élections, on peut le dire, c'est dans près de
bon, 9 mois, 8 mois par là. Mais si aujourd'hui le PDCI, parmi tous les partis, a décidé déjà de prendre certaines élites, c'est pour pouvoir se donner le temps de pouvoir choisir les meilleurs chevaux pour la conquête. Donc moi je pense que l'arbitrage ne sera pas facile, certes, mais je pense que le PDCI a suffisamment de critères qu'ils ont élaborés tout au long de ces séminaires éclatés pour pouvoir choisir le candidat qu'il faut. Donc je pense que les critères ont été acceptés par tous et seront appliqués, de sorte que le PDCI sorte les meilleurs chevaux pour la conquête. Alors dans ce cours, Beta Michel parle d'une volonté du PDCI RDA de reconquérir le pouvoir. Je vous ai posé cette question, vous n'avez pas répondu. Oui, est-ce que vous pensez qu'avec le contexte politique actuel, le PDCI est suffisamment armé pour reconquérir le pouvoir d'État? Je dirais que, en ce qui concerne le PDCI, moi j'ai une observation à faire. Il y a eu le PDCI de Félix Houphouët-Boigny et il y a le PDCI de Henri Konan Bédié. Le PDCI de Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire pendant plus de 30 ans, 40 ans. Le PDCI de Bédié, pratiquement 6 ans. La question reste donc posée. Pourquoi le PDCI, sous la houlette d'Houphouët-Boigny, a connu une telle longévité à la tête de la Côte d'Ivoire? Et pourquoi, à l'avènement de Henri Konan Bédié, le PDCI n'a résisté que 6 ans? C'est le leader qui fait défaut? Cette question n'a jamais été répondue véritablement. PDCI. Donc, il faut creuser cette question. Bien, maintenant, pour en venir à ta préoccupation. Pour en venir à ta préoccupation. Voilà comment le PDCI a perdu le pouvoir, ce n'est pas un coup d'État. Donc ce n'est pas que le PDCI a perdu le pouvoir. Le coup d'État est la résultante de l'impéritie. Donc tu as dit la rébellion avec la conséquence de Bédié. Non, n'allons pas sur ce terrain-là. N'allons pas sur le terrain-là. Laisse-moi aller. Sur la madame de Ouattara, il y a eu des menaces de coup d'État. On va laisser, il va finir. Vous aurez l'occasion de réagir. Non. Le coup d'État a été la conséquence, la résultante de l'incapacité de Bédié à tenir l'héritage du Houphouët-Boigny. C'est faux. Ça a été la résultante de son incapacité, de son impéritie, s'il vous plaît, on va l'écouter. de sa volonté de tribaliser, de claniser la politique ivoirienne, et c'est ce qui a entraîné malheureusement le coup d'État. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple du Houphouët-Boigny. Houphouët, à la tête du PDCI, a eu l'intelligence, la lucidité de faire de la Côte d'Ivoire une nation où tous les Ivoiriens vivaient en parfaite harmonie, sans division. Sans division. Et malheureusement, à l'avènement de Bédié, il a d'abord voulu effacer l'image de Houphouët-Boigny, ce qui était une erreur stratégique. C'est pas bon en matière de politique. Et ensuite, sa volonté d'écarter Ouattara a fait qu'il est tombé dans des travers, malheureusement, qui nous a envoyé dans ce qu'on appelle l'ivoirité, avec la discrimination de certains Ivoiriens. Et c'est tout cela qui entraîne le coup d'État. Alors quand vous dites que je voulais pas... Quand vous dites que Bédié est venu avec une volonté d'effacer les traces de Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Bien sûr. Pour qu'on puisse constater cela. Parce que lorsque Houphouët était au pouvoir, avant le début de chaque journal télévisé, il y avait une pensée attribuée à Houphouët-Boigny que la speakerine annonçait. Mais lorsque Bédié a pris le pouvoir, silence radio là-dessus. Ça a été la première chose à effacer. Plus de pensée d'Houphouët-Boigny. D'accord. Alors, Beta, est-ce que vous pensez que ce qu'il a évoqué, c'est suffisant pour soutenir cette thèse? Je ne sais pas s'il était dans ce pays-là. Bien sûr, j'y étais. Non, j'y étais. Parce que ça a été déjà même cette pensée d'Houphouët au début du journal, depuis le multipartisme, l'opposition a dénoncé cela. Donc déjà même, sur la question, il y avait déjà des discours au sein de l'Assemblée nationale. Si c'est quitté, je ne pense même pas que c'est Bédié qui l'a enlevé. Avant Bédié, même ça n'existait plus. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est pas des éléments pertinents qu'on prend pour justifier un coup d'État. Moi j'ai dit, il y a eu un coup d'État. C'est ça qui a fait perdre le pouvoir au PDCI. Sur Alassane, je n'applaudis pas. Il y a eu des menaces de coup d'État. Donc s'il y avait le coup d'État là-dessus, tu as dit c'est les capacités de Ouattara à maintenir. Ouattara a été capable
de mater les coups d'État. Ce qui n'a pas été le cas de Béziers. Un président, monsieur, s'il vous plaît, 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 on s'écoute, on s'écoute, on s'écoute. Allez-y, allez-y. C'est dommage, le coup d'État est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage. La preuve en est, le Mali a connu un coup d'État. La preuve en est, le Burkina a connu un coup d'État. La Guinée a connu un coup d'État. Tu me diras que c'est l'incapacité des présidents. Non. Alors, je vais demander au réalisateur de nous montrer à l'écran la prochaine image que vous allez commenter. On va commencer d'abord avec M. Beta, c'est le journal Le Bélier. M. Beta, vous êtes le directeur de publication de ce journal. Vous parlez de cette volonté du PDC de reconquérir le pouvoir d'État. Vous parlez des acquis qui font la force du parti. On aimerait bien savoir quels sont ces acquis-là. La PDCI est le seul parti qui est présent sur tout l'étendue du territoire national. Il a des bases à tous les niveaux du pays. C'est vrai que le PDCI a perdu le pouvoir, mais le PDCI n'a pas perdu sa présence sur le terrain. C'est ça déjà les acquis de ce parti-là. Aujourd'hui, quand le PDCI veut mobiliser dans toutes les régions... Le RHDP aussi présent. Non, partout, le RHDP, tu sais, la question du RHDP, souvent j'en ris quand on me dit ça. Je dis, mais le RHDP est au pouvoir. Le RHDP nous a dit que si tu n'es pas RHDP, tu n'as pas droit à un poste. Donc, il nous a dit qu'il ne donne le poste que à ceux qui sont RHDP. Tu crois qu'ils ne voudraient pas manger à la sauce RHDP aujourd'hui? Ils vont manger parce qu'ils sont au pouvoir, ils vont manger. Mais imagine un RHDP qui perd le pouvoir. Mais il va perdre tout ce qu'il a comme représentant ou du moins partisan dans les régions. Le PDC a perdu le pouvoir, ça fait 20 ans, mais il est présent sur tout l'étendue du territoire national. C'est déjà un acquis énorme. Et aujourd'hui, je crois que le PDC, après avoir organisé pendant un an des séminaires éclatés, a montré suffisamment, a pu compter son personnel politique. Il a pu dénombrer exactement son personnel politique et il sait sur quoi il peut s'appuyer pour aller à la reconquête du pouvoir. Donc le PDCI aujourd'hui, je crois que sur le terrain politique aujourd'hui, s'il y a un parti qui est mieux outillé pour répondre ce pouvoir d'État à Ouattara, c'est le PDCI. Vous le pensez, c'est le parti qui est le mieux outillé pour reprendre ce pouvoir au président Ouattara, comme il a signifié? Oui, en fait, le PDCI est le plus vieux parti politique en Côte d'Ivoire. Mais l'efficacité d'un parti politique n'est pas liée à sa longévité. L'efficacité d'un parti politique est liée... Il n'a pas parlé de longévité, il a signifié que le PDCI non, ça c'est moi je l'ai dit. Sur le territoire national. Voilà, n'est pas lié à la longévité, mais plutôt à la qualité des hommes qui l'animent. Okay. Il n'a pas de qualité au PDC, c'est ce que vous voulez nous dire? J'en viens. Ils sont de qualité. Ouais, à la qualité des hommes qui l'animent. Le PDCI, dire que le PDCI n'a pas donc de qualité, ce serait faire une injure aux nombreux intellectuels qui gravitent dans ce parti. Moi, je suis un analyste politique. Je ne suis pas supporter d'un parti politique. Je dis ce qui est. En la matière, le PDCI regorge en son sein des individus de qualité, des intellectuels de haut vol. Maintenant, la qualité intrinsèque ne suffit pas. Il faut associer à cela des valeurs morales. Des valeurs morales, plus en plus... Lesquelles? La probité, le sérieux dans le travail, c'est-à-dire ne pas satisfaire sa libido à tout bout de champ, contrôler même son comportement d'ensemble pour impacter la jeunesse, pour impacter la population. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Parce qu'en Afrique, on a cette fâcheuse propension à associer le pouvoir juste à notre avoir matériel et à nos connaissances intellectuelles. Et on occulte le côté moral. Or, ce sont ces trois éléments-là qui font véritablement un leader. Donc, en plus des qualités intellectuelles des cadres du PDCI, en plus des qualités intrinsèques des cadres du PDCI, si on associe les qualités morales de certains cadres, je pense que le PDCI pourra, en 2025, diriger de main de maître la Côte d'Ivoire. Monsieur Beta, je sens que vous voulez réagir à ces propos. Bon, je pense que la conclusion de ces propos, nous partageons clairement la conclusion de ces propos, mais je pense qu'il allait un peu trop fort en disant satisfaire sa libido. Mais qui est-ce qui satisfait sa libido publique? Non, je parle. Voilà, ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas des points. Les tenants du pouvoir ont cette. Non, c'est pas des points là. Non, on ne peut pas le voir, donc on ne peut pas l'affirmer. Non, je les vois. Donc j'en parle, je sais de quoi je parle. S'il te plaît.
D'accord, on va parler à présent d'éducation avec les examens de fin d'année. En attendant le baccalauréat, les élèves de la classe de 3e ont composé aux épreuves écrites du BEPC du lundi 12 au vendredi 17 juin 2022. Et donc, l'examen a pris fin ce matin. Mais pour ce qui est de particulier cette année, c'est la mise en place de la vidéosurveillance. À travers cette initiative, la ministre Marietou Koné estime, sinon pense pouvoir lutter contre la tricherie aux examens de fin d'année. Beta Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tous les moyens sont bons pour lutter contre la tricherie aux examens de fin d'année. Et la vidéosurveillance est un moyen aussi qui peut aider à lutter contre cette tricherie. Pour nous autres acteurs... C'est la solution ou c'est Non, ce n'est pas la seule solution. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs autres solutions qui peuvent être ajoutées. Mais pour nous autres parents d'élèves et observateurs de l'environnement, je veux dire, éducatif, pour nous, vraiment, il faut que cette question de la fraude soit portée par tout et chacun. Que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les gouvernants. Parce qu'on ne peut pas concevoir un avenir dans la tricherie. Ces enfants-là, c'est l'espoir de demain. Ces enfants-là, c'est la construction de la Côte d'Ivoire de demain. La tricherie ne peut pas nous emmener à construire une Côte d'Ivoire prospère. Ça, c'est pas possible. Parce que la tricherie pose déjà des germes de la corruption. La corruption, on sait ce que ça peut coûter à un pays et on ne peut pas bâtir sur ces valeurs-là, qui sont la corruption et la tricherie. Donc, je veux dire quoi, quand Marietou Koné, en tant que ministre, déjà met de nouveaux outils pour lutter contre cette fraude et cette tricherie aux examens, nous pouvons que saluer cela et encourager encore d'autres acteurs à s'y impliquer davantage. Moi, je veux attirer l'attention surtout de nos enseignants. Ils n'ont qu'à qu'ils comprennent qu'ils ont une lourde responsabilité. Parce que là, ce qu'ils vont faire de l'école, c'est ce que notre société sera. S'ils ne font de l'école un lieu de tricherie, de favoritisme, notre société sera... Vous pensez que ce sont les enseignants qui... Non, ils ont une grande responsabilité parce qu'ils sont les premiers acteurs en contact éducatif avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais leur rôle est suffisamment connu. On sait que la probité doit les habiter. Et on sait que ce qui doit être c'est un sacerdoce, l'enseignement. Il faut que l'implication personnelle soit plus grande que l'implication pécuniaire. Bon, bref, pour dire que l'enseignant, c'est vrai, on ne dira jamais assez, leur revenu n'est pas à la hauteur de tout ce qu'ils apportent, mais aussi c'est le prix à payer, c'est le prix à payer dans ce qu'ils ont choisi de faire. Donc qu'ils le fassent pleinement, la récompense d'abord elle doit être morale. C'est vrai que quand on le dit, document dit, ah, ben, c'est passé peut-être, ils ont tel qui dit ça, mais je ne pense pas qu'il y a un travail dans lequel la première satisfaction soit l'argent. D'accord. Voilà. Alors, M. Dao, vous êtes enseignant de formation, c'est bien cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour expliquer la tricherie aux examens de fin d'année? Qu'est-ce qui favorise cela? Très bonne question. Moi, je dirais que il y a 3 responsables majeurs de cette vague de tricherie à laquelle nous assistons depuis belle lurette en Côte d'Ivoire. L'État, les parents et les enseignants. D'accord, expliquez-nous. Lorsque vous regardez le système scolaire dans son ensemble en Côte d'Ivoire, on sent que l'État n'accorde pas d'intérêt particulier à la formation en Côte d'Ivoire. L'État n'accorde pas l'intérêt particulier dans la formation. Je m'explique. Vous ne pouvez pas mettre en place un système éducatif où les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, qui doivent impulser ce système-là, sont maltraités, sont mis en minorité, sont humiliés jour et nuit par les enseignés. De sorte que l'enseignant se trouve pratiquement sans défense face aux velléités d'impolitesse perpétrées par les élèves. En quoi est-ce que l'impolitesse, comme vous le dites, l'impolitesse des élèves favorise cette tricherie aux examens de fin d'année? Non, je viens. Dès lors qu'on enlève l'autorité du maître, le peu d'autorité qui lui restait, en préférant l'enfant, l'enseigner au maître, mais ça crée quoi? Et comment ça se fait cela? Ça crée un sentiment de mépris de l'enseigné vis-à-vis de l'enseignant. Et l'enfant, il se croit tout permis. Il se croit tout permis, de sorte que même à l'examen, il se dit je vais tricher et ça n'ira pas quelque part. Parce que celui qui est censé, celui qui est censé impacter son comportement se trouve être dépouillé de son autorité. Donc l'enfant se croit tout permis, il fait ce qu'il veut.
Première cause. Deuxième cause, quand je parle des parents, lorsque vous prenez les parents même souvent accompagnent, appellent des professeurs, des enseignants pour faciliter l'acquisition de certains diplômes de leurs enfants contre des espèces sonnantes et trébuchantes. D'où la complicité des enseignants aussi. D'où la complicité des parents. Je prends étape par étape. Des parents d'abord. Mais lorsqu'un parent appelle un enseignant pour dire, bon, mon enfant passe le bac, mon enfant passe, aide-moi à ce qu'il ait son examen. Mais quelle aide substantielle on attend de ces enseignants si ce n'est pas la tricherie? Un parent vous a une fois appelé pour cela? Plusieurs fois. Ça fait 10 ans, 11 ans, je n'enseigne plus, mais plusieurs fois. Mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as répondu? Voyez-vous, qu'est-ce que vous avez dit? Cela, mais non, mais ça ne marche pas. Alors, mais les autres aussi le disent. Voyez-vous, c'est scandaleux. Et le troisième élément même, c'est les enfants eux-mêmes. Regardez dans notre système aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la FESI. Regardez l'impact négatif de la FESI dans le fonctionnement de nos établissements. À l'heure où je vous parle, l'ENS est fermé parce que la FESI a décidé de fermer l'ENS. Mais c'est incroyable. On ne peut pas être dans un système et l'État assiste à cela impuissant. On ne peut pas conférer le pouvoir à des apprenants qui haussent le ton sur l'enseignant, qui humilient l'enseignant à tout moment et espérer des résultats probants de ces individus-là. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là, tous ces manquements-là qui font qu'aujourd'hui la tricherie a atteint un certain niveau insoupçonné. Donc l'enfant est au centre de tout. Il se croit tout permis. On ne peut rien lui faire. Et même quand on le renvoie, il revient dans le système impunément. Donc, l'enfant se croit tout permis. Et c'est ce qui favorise. Les caméras, moi, je trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau. Non, les caméras. Il faut travailler sur l'homme. Tout à l'heure, j'ai parlé des valeurs morales. Il faut travailler sur l'homme de manière à extirper à chacun des individus du système éducatif cette volonté de tricher. Parce que... La vidéosurveillance, ça ne résout rien? Non, moi je dis que ça résout un centième de jour. Il faut travailler sur l'homme. D'accord, il faut travailler sur l'homme. De manière à inculquer des valeurs véritablement pour combattre la tricherie aux examens de fin d'année. Alors, M. Betta, on l'a écouté, il a épinglé l'État, les élèves et puis les parents. Il n'a pas épinglé les enseignants. Est-ce que les enseignants ne sont pas aussi complices, M. Betta? Non, tu sais, moi j'ai dit, quand on parle d'éducation, cela implique tout le monde, c'est-à-dire la communauté nationale, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les gouvernants, que ce soit quiconque. Donc quand on parle de... Moi, ce que je déplore dans son approche des problèmes de l'éducation, il a énuméré seulement ce qui est mauvais. C'est vrai, il y a des maux dans l'éducation. C'est vrai, il y a des failles dans l'éducation. Mais il ne faut pas oublier que chacun à tous les niveaux se doit de faire un effort. Et qu'est-ce que lui propose en termes d'effort? C'est ça on demande. Oui, il va proposer, voilà. On va y arriver. C'est ça. Moi, je veux proposer la ministre a proposé. Il y a beaucoup de propositions. Non, la ministre a proposé la vidéosurveillance. On salue la vidéosurveillance. Maintenant, si on a d'autres propositions aussi à faire, on le fait. Moi, la question de l'éducation, pour moi, c'est la clé de l'avenir de ce pays-là. Et je ne veux pas qu'on ait toujours ce sentiment de vouloir jeter la pierre à un camp sur l'autre. Il faut toujours qu'on apporte des solutions. On propose des solutions. Justement, en termes de solutions, vous proposez quoi en attendant qu'on arrive à Daosekou? Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, la ministre a proposé la vidéosurveillance. Demain, ça peut être autre chose. Parce que c'est ça aussi. C'est aussi en termes de propositions. Autre chose, par exemple. Non, je dis qu'on a parlé de travailler sur rendre vraiment les enseignants plus responsables de leur impact sur les élèves. Moi, je crois que c'est aussi des aspects de l'enseignement qu'il faut, de l'éducation qu'il faut mettre en exergue. Faire en sorte que les enseignants aient encore leur autorité sur les élèves. C'est vrai qu'aujourd'hui, les élèves, bon, il y a beaucoup d'évolutions avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on observe. L'élève aussi, il voit beaucoup de choses. Donc, il agit en fonction de ce que la société lui montre. Mais je ne crois pas que l'école soit perdue pour autant. Il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup qui est fait. D'accord, il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup qui est fait déjà. Alors, M. Dao, avant de prendre vos propositions, je voudrais donner ces chiffres. Selon la DECO, la Direction des examens et concours, la Côte d'Ivoire a enregistré en 2022 11 227 cas de fraude aux examens du bac et du BEPC contre 16 428 cas en 2020.
et 6410 cas en 2019. Alors, dans ce cours, vos propositions pour combattre, sinon éradiquer ce fléau qui est la tricherie aux examens de fin d'année. Il faut d'abord, en premier lieu, inculquer le goût de l'effort aux apprenants. Parce que lorsque dans un système... Qui doit le faire? L'État d'abord. L'État, d'accord. Lorsque dans un système, ce sont des anti-valeurs, ce sont des vauriens qui sont célébrés, qui occupent des postes de responsabilité, cela influe directement sur l'enfant qui se dit « je n'ai plus d'effort à fournir, il suffit que j'ai telle relation, j'ai tel diplôme pour être là ». Non, il faut mettre fin à cela. Il faudrait que ceux qui occupent les postes de responsabilité soient là par mérite et non par copinage ou par clanisme. Deuxième élément, il faut revoir le programme scolaire dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le programme scolaire en Côte d'Ivoire est copié sur le programme occidental. Or, ce ne sont pas les mêmes réalités. En Occident, dans une salle de classe, vous pouvez avoir 20 élèves au maximum. 20, 24 élèves. Ici, vous avez des effectifs pléthoriques, allant jusqu'à 100. Dans un tel environnement, on ne peut pas calquer le système occidental. On ne peut pas calquer notre système au système occidental. Troisième élément, le recrutement des enseignants. Je te dis, ce que je vais vous dire est scandaleux. Il y a des enseignants avec lesquels, lorsque tu changes, tu te dis, mais par où il est passé pour arriver là? Tellement son niveau de langage est bas, est faible. C'est incroyable. Il y a une école pour ça, l'ENS. Il ne faudrait plus qu'on passe par des moyens détournés, des recrutements légers que nous effectuons. Parce que l'enseignement, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut des spécialistes, des gens qui ont le diplôme, qui ont le savoir, qui ont la connaissance pour venir. Quatrième élément, il faut redonner l'autorité de l'enseignant. Aujourd'hui, dans les différentes écoles, les enseignants ont peur de prendre leurs responsabilités. Figurez-vous qu'il y a des élèves qui arrivent à gifler les enseignants. Des élèves qui giflent les censeurs. Des élèves qui humilient à longueur de journée les enseignants. Dans un tel contexte, vous convenez avec moi qu'il sera difficile d'imposer son autorité. Et en dernier point, il faudrait que les parents également prennent leurs responsabilités, éduquent les enfants à la maison pour qu'à l'école, l'enseignant leur donne l'instruction. L'enseignant, son rôle, ce n'est pas d'éduquer, c'est d'instruire. Alors nous, moi ici, je vais vous instruire qu'on aille à la deuxième articulation de cette émission, Focus Média africain. Nous allons suivre Cécile Mobio qui nous conduit au Burkina Faso où une attaque terroriste a fait 86 morts. 86 civils sont morts dans la nuit du samedi 11 à dimanche 12 juin 2022 dans une attaque de djihadistes présumés contre le village de Seitanga dans le nord du Burkina Faso, un des plus lourds bilans depuis la prise de pouvoir de la junte militaire en janvier. Seitanga avait déjà été frappé jeudi 9 juin 2022 par une attaque djihadiste qui avait tué 11 gendarmes. L'armée burkinabé avait annoncé avoir tué une quarantaine de djihadistes à la suite de cette attaque. Les meurtres du week-end sont des représailles aux actions de l'armée qui ont fait des saignées au sein des groupes djihadistes, a estimé M. Bilgo. Selon des organisations humanitaires dans le nord du pays, 3000 personnes ont été recueillies dans des villes voisines depuis dimanche 12 juin 2022 après avoir fui Seitanga. Il s'agit de l'une des attaques djihadistes les plus meurtrières depuis la prise de pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dans un coup d'État fin janvier. Il avait alors renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, devenu largement impopulaire et accusé d'inefficacité contre l'insécurité. Deux attaques avaient notamment marqué les esprits, la plus meurtrière de l'histoire du pays contre le village de Solane, au nord-est, en juin 2021. Qui avait tué 132 personnes selon le gouvernement et celle d'Inata au nord en novembre 2021 où 57 gendarmes avaient été tués. Après l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba qui a voulu faire de la sécurité sa priorité, les attaques de ces mouvements affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique avaient marqué le pas. Mais elles ont repris et tué près de 300 civils et militaires ces 3 derniers mois. Le nord et l'est du pays frontalier du Mali et du Niger sont les régions les plus touchées par la violence djihadiste.
Et nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans l'émission La Revue de Presse grand format pour le décryptage des sujets qui ont marqué l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, nous sommes précisément au Burkina Faso où une attaque terroriste a fait 86 morts. Beta Michel, qu'est-ce que vous pensez de cette attaque sous le régime militaire en plus? Voilà un peu des sujets qui sont écœurants. Parce que vraiment, c'est dommage qu'on soit encore en train de compter des morts au Burkina, juste à côté de nous. Nous nous sentons déjà menacés. Parce que les attaques terroristes qui prennent de l'ampleur au Burkina, nous pensons que la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par cette tuerie. Donc, pour nous autres, il y a une coordination d'actions qui doivent être faites. C'est pourquoi nous déplorons un peu, c'est souvent ces relents de règlement de compte qu'il y a souvent entre les forces étrangères et puis les forces locales. Parce que face aux terroristes, nous n'avons pas à exclure tous ceux qui veulent nous aider. Le terrorisme est un danger pour nos États. Parce que le terrorisme peut détruire même la structure des États. Et nous allons rentrer dans des États voyous. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter et pour l'éviter, il faut une coordination d'action. C'est pourquoi je souhaite que tous ces présidents qui sont venus par des coups d'État fassent vite pour que la transition des coups d'État puisse être finie très rapidement. Pour que des pouvoirs civils puissent être installés afin que les moyens nécessaires pour la reprise des territoires, je dis les territoires endeuillés, les territoires où les terroristes font la loi, puisse disparaître très rapidement. On puisse reconquérir ces territoires. Mais pour cela, il faut que l'armée se concentre sur son rôle essentiel, qui est la protection du territoire et non pas la gestion du pouvoir. Voilà un peu des questions qui nous interpellent tous. Moi, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, ces coups d'État ont montré leurs limites. Il faut mettre un terme à ces coups d'État et mettre l'armée dans son rôle premier, qui est la protection du territoire et des populations. Alors, M. Dao, où va le Burkina Faso avec cette nouvelle attaque qui est perpétrée sous le régime militaire qui avait signifié à son avènement au pouvoir de faire de la question sécuritaire une priorité? Ben justement, comme dirait l'autre, le ridicule pouvait tuer. Parce que la junte au pouvoir au Burkina a eu pour prétexte le renversement de Roch Kaboré, son incapacité à mettre fin aux tueries qui se déroulaient au Burkina Faso. Et eux-mêmes, à l'épreuve du pouvoir, montrent également leur impéritie, leur incapacité, leur nullité à tout point de vue à véritablement juguler ce fléau du terrorisme. Et depuis leur prise de pouvoir en janvier, le nombre de tués dépasse pratiquement tous ceux qui ont eu cours sous le magistère de Roch Kaboré. Donc c'est dire que les coups d'État ne sont pas la panacée. Il va falloir véritablement revenir à l'ordre constitutionnel pour éviter que des voyous, des individus plutôt friands de la jouissance du palais présidentiel trouvent des prétextes farfelus, des prétextes fallacieux pour prendre le pouvoir de façon violente pour pérenniser leur pouvoir. Ce qui se passe au Burkina est d'autant plus triste que ces djihadistes-là, ces djihadistes qui ont opéré le samedi dernier à Setenga, ont eu pratiquement tout le temps. Ils sont venus, ils ont encerclé la ville, le village, ils ont même fait des incursions dans les cases, tuer, prendre tout le temps, une journée entière. Et l'armée n'est pas intervenue. Mais c'est incroyable. Où étaient ces militaires? Il faut véritablement se poser la question. Donc j'estime que Damiba a lamentablement échoué. Il ne faudrait pas qu'il ait honte de le dire. Il a échoué. S'il était un peu plus intelligent même, il aurait dit, bon, vraiment, j'ai échoué à ma mission. Vivement quand on tient une élection. Son pouvoir serait-il menacé? Mais bien sûr, en l'état, son pouvoir est menacé, puisqu'il n'arrive pas à empêcher les tueries qu'il reprochait à l'autre. Donc pourquoi avoir pris le pouvoir alors? Donc je pense que ça n'a pas de sens. Il gagnerait mieux à se concentrer sur le front des terroristes au lieu de jouir des fruits du palais en augmentant les salaires des ministres et en augmentant lui-même son salaire pour pouvoir profiter de la belle ville, pour pouvoir profiter du palais doré et tout ça. Non, il faut que ça arrête. Son rôle, c'est un militaire, c'est de combattre
et non de se terrer, de se feutrer dans les palais de la présidence, voilà, pour se jouer les garçons qu'il n'est pas en réalité. Alors messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Beta Michel et monsieur Dao Sekou, on a été très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau pour parler, décrypter l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de la revue de presse en grand format. On revient vendredi prochain pour un autre numéro. L'émission a été réalisée par Ariel Tchoukwam. Au son, il y avait Alain Angognon. Merci et puis bonne soirée à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir.